Il y a des noms que l'on ne porte jamais comme un simple état civil. Le nom Hallyday appartient à cette catégorie rare. Il résonne comme une scène immense, une histoire familiale exposée, une mémoire populaire, mais aussi comme une charge intime. Pour David Hallyday, fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, cette charge a longtemps été accompagnée d'une retenue presque méthodique. Là où d'autres auraient cherché la lumière immédiate, il a souvent choisi la distance, la musique, la pudeur. À l'approche de ses 60 ans, ce silence semble pourtant prendre une autre forme. Non pas celle d'une déclaration fracassante au sens sensationnaliste du terme, mais celle d'un geste artistique et personnel. Revenir sur l'héritage, sur la filiation, sur ce que signifie être le fils d'un monument national tout en restant un artiste à part entière. Le public français connaît David Hallyday depuis longtemps. Il connaît son visage, sa voix, ses chansons, ses succès, ses liens familiaux, ses douleurs médiatisées. Mais le connaît-il vraiment ? Derrière le patronyme, derrière les images d'archives, derrière les conflits d'héritage et les souvenirs télévisés, il y a un homme qui a construit sa trajectoire dans un équilibre difficile. Ne pas renier son père, ne pas disparaître derrière lui. C'est cette tension que ce reportage propose d'examiner. Ce qui surprend aujourd'hui, ce n'est pas que David Hallyday parle, c'est la manière dont il parle. Il ne se présente pas comme un héritier en colère. Il ne cherche pas à réécrire la légende, il ne transforme pas son histoire familiale en règlement de compte permanent. Au contraire, il semble avancer avec une idée plus sobre. Reprendre la parole là où le bruit médiatique l'avait souvent recouverte. Pendant des années, autour du nom Hallyday, tout a été commenté, les amours, les ruptures, les testaments, les blessures, les silences, les absences. Pourtant, dans cette avalanche de récits, la voix de David a parfois paru secondaire, comme si le fils devait toujours être placé après le mythe du père. Aujourd'hui, à l'approche d'un âge symbolique, il semble dire autre chose. Un fils peut aimer, souffrir, transmettre, se souvenir, sans appartenir entièrement au passé de son père. Et c'est peut-être cela qui bouleverse le plus. Le 14 août 1966, dans une France qui découvre les bouleversements culturels des années 60, un enfant vient au monde avec un héritage qu'il n'a pas choisi. Cet enfant s'appelle David Michael Benjamin Smith, celui que le public apprendra bientôt à connaître sous le nom de David Hallyday. À première vue, sa naissance ressemble à celle de milliers d'autres enfants. Une maternité, une famille qui attend, des proches émus, les premiers regards échangés autour d'un nouveau-né. Pourtant, dès ses premiers jours, quelque chose le distingue déjà. Son père est Johnny Hallyday, l'idole montante qui fait trembler les salles de concert françaises. Sa mère est Sylvie Vartan, chanteuse adulée dont les disques s'écoulent à des centaines de milliers d'exemplaires. Pour la presse de l'époque, cette naissance n'est pas seulement un événement familial. Elle devient immédiatement une information publique. À peine né, David se retrouve au centre d'une curiosité nationale. Les magazines s'intéressent à ses parents, à leur vie de couple, à leur carrière, à leurs projets. L'enfant grandit ainsi dans un univers où les frontières entre vie privée et vie publique sont déjà fragiles. Pour comprendre l'homme qu'il deviendra plus tard, il faut revenir à cette période particulière. La France des années 1960 est fascinée par les vedettes. La télévision pénètre progressivement dans les foyers. Les chanteurs deviennent des icônes nationales. Les couvertures de magazines façonnent les rêves d'une génération entière. Johnny et Sylvie incarnent alors un couple presque mythique. Leur histoire est observée avec passion. Chaque apparition publique est commentée. Chaque photographie alimente l'imaginaire collectif. Aux yeux du public, ils représentent la jeunesse, la réussite, la modernité. Mais derrière les flashs et les applaudissements, la réalité quotidienne est plus complexe. La célébrité impose un rythme particulier. Les tournées se succèdent. Les enregistrements occupent des semaines entières, les déplacements sont fréquents. Les obligations professionnelles prennent une place considérable. Dans ce contexte, David découvre très tôt une réalité que connaissent de nombreux enfants de célébrités. Aimer ses parents tout en devant parfois partager leur présence avec le monde entier. Les témoignages de proches évoquent souvent un enfant réservé, observateur, plus discret que ne le laisserait imaginer l'environnement dans lequel il évolue. Alors que beaucoup auraient pu être attirés par l'agitation permanente entourant leurs parents, David semble développer une personnalité plus intérieure. Cette caractéristique va devenir l'un des fils conducteurs de toute son existence. Car contrairement à l'image flamboyante associée à Johnny Hallyday, David ne cherchera jamais à occuper l'espace de la même manière. Dès l'enfance, il apparaît davantage comme quelqu'un qui observe que comme quelqu'un qui se met en avant. Cette différence de tempérament joue un rôle essentiel dans sa construction. Au fil des années, le jeune garçon assiste à un phénomène singulier. Il voit ses parents devenir progressivement des monuments de la culture populaire française. Pour la majorité des enfants, les parents appartiennent au cercle familial. Pour David, ils appartiennent aussi à la mémoire collective. Il n'est pas rare qu'un inconnu reconnaisse son père dans la rue.
Il n'est pas rare qu'une chanson de sa mère passe à la radio plusieurs fois par jour. Il n'est pas rare que des photographes attendent à la sortie d'un événement. Cette situation crée une expérience particulière. Comment construire sa propre identité lorsque les deux figures les plus importantes de votre vie sont déjà devenues des symboles pour des millions de personnes? Cette question accompagne David dès son plus jeune âge. Les années passent. Dans les coulisses des concerts, il découvre les guitares, les amplificateurs, les répétitions, les balances sonores. Il observe le fonctionnement d'un spectacle avant même d'en comprendre tous les mécanismes. Pendant que d'autres enfants fréquentent les terrains de jeu, lui grandit au contact des studios d'enregistrement, des loges et des salles de spectacle. Ce contact précoce avec la musique marque profondément son imaginaire. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, rien n'indique encore qu'il suivra nécessairement les traces de ses parents. L'environnement artistique est omniprésent, mais la vocation ne naît pas automatiquement. Ce qui semble en revanche évident, c'est son attirance naturelle pour les instruments. Très tôt, il manifeste une curiosité pour les mécanismes de la musique. Il ne s'intéresse pas seulement aux chanteurs. Il s'intéresse à la fabrication des chansons, à leur structure, à leur énergie, à leur construction. Cette nuance est importante. Johnny Hallyday est avant tout un interprète exceptionnel. David, lui, développera progressivement un intérêt particulier pour la composition et l'écriture musicale. Cette différence apparaît déjà en filigrane dans son adolescence. Mais avant d'en arriver là, un autre événement va marquer sa jeunesse. Comme beaucoup d'enfants issus de familles célèbres, il doit apprendre à vivre avec les commentaires du public. Chaque succès de ses parents devient un sujet de conversation. Chaque difficulté familiale peut se retrouver dans les journaux. Chaque changement de vie attire l'attention. Pour un adolescent en construction, cette visibilité permanente peut devenir pesante. Elle explique sans doute pourquoi David développera très tôt une méfiance instinctive envers l'exposition médiatique excessive. Contrairement à certaines personnalités qui recherchent la lumière, lui semble préférer la maîtrise de son image. Il parle peu, choisit ses interventions, évite les déclarations inutiles. Cette attitude, que certains interpréteront plus tard comme de la distance, ressemble plutôt à une forme de protection acquise dès l'enfance. Car derrière le nom célèbre existe un garçon qui cherche simplement à comprendre qui il est. Au cours des années 1970, la notoriété de Johnny Hallyday atteint des sommets. La machine médiatique devient toujours plus puissante. Chaque apparition attire les foules. Chaque disque est attendu. Chaque tournée constitue un événement. David assiste à cette ascension depuis les coulisses. Il voit l'admiration, mais il voit aussi les contraintes, les voyages incessants, la fatigue, la pression, les attentes du public. Très jeune, il comprend que la célébrité possède deux visages. L'un est brillant, l'autre est beaucoup plus exigeant. Cette compréhension précoce va influencer sa propre carrière. Plus tard, lorsqu'il deviendra artiste à son tour, il cherchera souvent à préserver une forme d'équilibre entre reconnaissance publique et vie personnelle. C'est également durant cette période qu'il découvre progressivement son propre univers musical. Le rock l'attire naturellement, mais pas uniquement. Il écoute, expérimente, apprend. La musique devient un langage personnel, un espace dans lequel il n'est plus seulement le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Il devient simplement David. Cette distinction est essentielle, car toute son existence artistique reposera sur cette quête. Être reconnu pour ce qu'il crée, et non uniquement pour le nom qu'il porte. À la fin de son adolescence, cette volonté est déjà clairement perceptible. Il admire ses parents, il respecte leur parcours, mais il comprend aussi qu'il devra construire sa propre route. Une route qui ne pourra jamais être totalement séparée de l'héritage familial, mais qui ne devra pas non plus en être prisonnière. L'enfant né sous les projecteurs est alors confronté à un défi immense. Trouver sa voie dans une famille où tout le monde connaît déjà la chanson. Et sans le savoir encore, cette quête d'identité deviendra le véritable fil rouge de toute l'histoire de David Hallyday. Lorsque David Hallyday entre réellement dans l'âge adulte, une évidence s'impose à lui. Il ne pourra jamais faire de musique comme un inconnu. Pour un jeune artiste ordinaire, les débuts se construisent souvent dans l'ombre, avec des erreurs, des hésitations, des scènes modestes, des essais parfois ignorés. Pour David, la situation est différente. Avant même que le public entende vraiment sa propre voix, il connaît déjà son nom. Avant même qu'il présente une chanson, il est déjà comparé à son père. Cette comparaison permanente constitue l'un des grands paradoxes de sa carrière. D'un côté, le nom Hallyday ouvre des portes. Il intrigue les médias, attire l'attention des maisons de disques, suscite la curiosité du public. De l'autre, ce même nom enferme. Il crée des attentes presque impossibles à satisfaire. Si David réussit, certains diront que son nom l'a aidé. S'il échoue, d'autres y verront la preuve qu'il n'a pas la puissance de son père. Dans les deux cas, l'artiste doit se battre contre une lecture déjà écrite. C'est dans ce contexte qu'il choisit progressivement de ne pas imiter Johnny Hallyday. Ce choix est décisif. Johnny appartient à la scène comme à un champ de bataille.
Sa présence est physique, dramatique et presque animale. Il chante avec le corps entier, avec une énergie qui transforme chaque concert en affrontement entre l'homme, la foule et la lumière. Son art repose sur l'impact, la démesure, la tension immédiate. David, lui, avance autrement. Son univers musical se construit davantage autour de la composition, du son, de la mélodie, de l'équilibre entre rock et pop. Là où Johnny impose une présence, David travaille une atmosphère. Là où son père incarne une tempête, lui cherche souvent une ligne plus intérieure, plus contrôlée, plus personnelle. Cette différence ne signifie pas faiblesse. Elle montre au contraire une intelligence artistique. Comprendre qu'il serait impossible de devenir un second Johnny Hallyday sans perdre sa propre identité. Très tôt, David semble saisir que l'héritage ne doit pas être copié, il doit être transformé. Sa carrière s'inscrit donc dans une double fidélité. Fidélité à la musique transmise par ses parents, fidélité à lui-même construite contre la tentation de l'imitation. Dans les années où il commence à s'imposer, le public découvre un artiste plus réservé que prévu. Il ne cherche pas à provoquer, il ne multiplie pas les déclarations, il laisse davantage parler les chansons que les interviews. Cette retenue surprend parfois. Car le nom Hallyday évoque pour beaucoup l'excès, le spectacle, la phrase forte, la passion immédiatement visible. David, lui, paraît plus pudique. Il contrôle son image, il évite les débordements. Il semble se méfier de la surexposition. Cette attitude peut être lue comme une réaction directe à son enfance. Ayant grandi au milieu des regards, il connaît le prix de la célébrité. Il sait que la lumière peut réchauffer, mais aussi brûler. Il sait que la presse peut célébrer un jour et blesser le lendemain. Il sait qu'une phrase sortie de son contexte peut devenir un titre définitif. C'est pourquoi il se construit avec prudence. Dans cette prudence, il y a une forme de résistance. David Hallyday refuse que sa vie devienne uniquement un feuilleton public. Il veut que son travail soit jugé comme une œuvre, non comme un prolongement permanent de sa généalogie. Pourtant, malgré cette volonté, la figure de Johnny revient toujours. Elle revient dans les questions des journalistes. Elle revient dans l'imaginaire du public. Elle revient dans les attentes des fans. Elle revient même lorsque David parle de ses propres chansons. Cette présence invisible accompagne chaque étape de sa carrière. Elle peut être un soutien, mais aussi une contrainte. Être le fils d'un monument national, c'est vivre avec une comparaison qui ne s'arrête jamais vraiment. Mais David ne cherche pas à effacer son père. Il ne s'agit pas pour lui de nier la filiation, au contraire, il l'assume. Mais il tente de la replacer à sa juste place. Un héritage, pas une définition totale. Cette nuance deviendra particulièrement importante au moment de sa collaboration avec Johnny sur l'album 100%. Cet album occupe une place singulière dans l'histoire familiale et musicale des Hallyday. Pour le public, il représente plus qu'un disque. Il apparaît comme un moment de dialogue entre un père et son fils, entre deux générations, entre deux blessures peut-être, entre deux façons de dire l'amour sans toujours le formuler directement. David y intervient comme compositeur. Ce rôle est capital. Il n'est pas simplement invité dans l'univers de son père. Il contribue à le renouveler. Il apporte des chansons, des textures, une sensibilité. Il participe à la fabrication d'un album qui deviendra l'un des succès marquants de la carrière de Johnny Hallyday. Symboliquement, cette collaboration inverse le rapport habituel. Pendant des années, le public a regardé David comme celui qui recevait un nom. Avec 100%, il devient celui qui offre quelque chose à son père. Il ne reçoit plus seulement l'héritage, il le nourrit, il le prolonge, il le transforme. Ce moment est sans doute l'un des plus puissants de son parcours. Non seulement parce qu'il confirme ses compétences d'auteur-compositeur, mais parce qu'il montre que la relation artistique entre Johnny et David ne se limite pas à une simple filiation biologique. La musique devient alors un territoire commun, un espace où le père et le fils peuvent se rejoindre sans passer uniquement par les mots. Dans de nombreuses familles, certaines choses se disent difficilement. Les blessures, les regrets, les absences, les incompréhensions ne trouvent pas toujours leur place dans une conversation directe. Chez les artistes, il arrive que ces émotions passent par les chansons. 100% peut être lu de cette manière, non comme une confession explicite, mais comme une conversation musicale. Une conversation que le public a reçue avec une émotion particulière, car chacun comprenait que derrière les titres, derrière les arrangements, derrière la voix de Johnny, il y avait la main de David. Ce disque n'a pas seulement renforcé la carrière de Johnny, il a aussi donné à David une légitimité nouvelle. Mais cette légitimité ne règle pas tout. Après un tel succès, le risque est encore plus grand. Être ramené sans cesse à ce moment précis. Être défini comme le fils qui a composé pour son père. Être célébré pour une collaboration familiale plutôt que pour une œuvre autonome. David doit donc poursuivre sa route. Il continue à enregistrer, à composer, à se produire. Il développe son propre répertoire. Il conserve une relation exigeante avec la musique, loin de l'image parfois superficielle que l'on associe aux enfants de stars. Son parcours montre une constance. Il ne disparaît pas.
Il ne cherche pas non plus à occuper l'espace médiatique à tout prix. Il avance. Cette manière d'avancer, plus calme, plus régulière, contraste avec la violence symbolique du nom qu'il porte. Car le nom Hallyday attire toujours les passions. Autour de Johnny, tout devient souvent plus grand que nature. Les concerts, les amours, les ruptures, les excès, les réconciliations, les conflits. David, lui, semble préférer un rapport plus mesuré à la notoriété. Cela ne signifie pas qu'il échappe aux turbulences. La vie familiale des Hallyday a souvent été exposée. Les relations entre les différentes branches de la famille ont été commentées pendant des décennies. Dans cet univers, chaque mot peut prendre une dimension disproportionnée. David apprend donc à parler peu. Ce silence relatif devient presque une signature. Il ne s'agit pas d'une absence de sentiment. Il s'agit d'un refus de livrer ses émotions au tribunal permanent de l'opinion. Cette retenue prendra une dimension encore plus forte après la mort de Johnny Hallyday. Le 5 décembre 2017, la disparition de Johnny provoque une émotion nationale. La France perd l'une de ses plus grandes figures populaires, les hommages se multiplient, les fans se rassemblent. Les médias consacrent des heures entières à retracer sa vie, ses chansons, ses combats, ses contradictions. Mais très vite, le deuil familial est recouvert par une autre histoire, celle de l'héritage. Le conflit autour du testament de Johnny devient un feuilleton médiatique. David Hallyday et Laura Smet contestent certaines dispositions. Laetitia Hallyday défend de son côté une autre lecture de la situation. Le débat quitte rapidement le terrain strictement juridique pour devenir une affaire émotionnelle presque nationale. Chacun prend parti. Certains fans soutiennent David et Laura, qu'ils perçoivent comme les enfants blessés d'un père immense. D'autres défendent Laetitia, évoquant les dernières années de Johnny, son quotidien, sa présence auprès de lui. Dans ce climat tendu, la vérité devient difficile à saisir. La justice, les documents, les déclarations, les interprétations familiales et les sentiments publics se mélangent. L'affaire dépasse les personnes concernées. Elle devient un symbole, celui des familles recomposées, des héritages disputés, des blessures anciennes qui ressurgissent après la mort d'un patriarche. Pour David, cette période est probablement l'une des plus difficiles. Non seulement il perd son père, mais il voit ce deuil se transformer en spectacle public. Chaque silence est interprété, chaque déplacement est observé, chaque déclaration est disséquée. Dans une telle situation, rester mesuré devient presque impossible. Pourtant, David conserve globalement cette ligne. Parler avec prudence, éviter l'excès verbal, ne pas transformer la douleur en performance médiatique continue. Cette attitude contribue à façonner son image actuelle. Celle d'un homme qui a souffert, mais qui refuse de laisser la souffrance devenir son unique identité publique. Après les tensions, après les procédures, après les commentaires, une question demeure, que fait-on d'un héritage quand il a été abîmé par le conflit ? David semble répondre par la musique. Au lieu de rester enfermé dans la bataille des mots, il revient vers ce qu'il connaît le mieux, les chansons, la scène, la transmission artistique. Ce retour n'efface pas les blessures. Il ne répare pas tout, mais il offre une autre voie. Car la musique dans l'histoire des Hallyday n'a jamais été un simple métier. Elle est le lieu où les émotions deviennent partageables, elle permet de dire sans expliquer complètement. Elle permet de transmettre sans tout exposer. C'est dans cette logique que l'on peut comprendre les projets récents de David Hallyday. Ils ne sont pas seulement des concerts ou des albums. Ils sont aussi une manière de reprendre possession d'un récit longtemps dominé par les autres. Pendant des années, beaucoup ont parlé de lui, comme fils, comme héritier, comme membre d'une famille divisée, comme personnage d'une saga médiatique. Aujourd'hui, son travail artistique lui permet de se replacer au centre de sa propre histoire. Ce déplacement est important. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que Johnny a laissé à David. Il s'agit aussi de comprendre ce que David choisit de faire de cet héritage. La différence est fondamentale. Recevoir un nom est une chose, le transformer en œuvre en est une autre. Dans l'ombre d'un géant, certains disparaissent. D'autres se révoltent. David Hallyday, lui, semble avoir choisi une troisième voie. Avancer à distance raisonnable, sans renier, sans imiter, sans se laisser absorber. Cette position demande du temps. Elle demande aussi une certaine maturité. À l'approche de ses 60 ans, elle prend une signification plus claire. David n'est plus le jeune homme que l'on comparait automatiquement à son père. Il n'est plus seulement l'enfant d'un couple mythique. Il n'est plus uniquement l'un des protagonistes d'un conflit successoral. Il est un artiste qui regarde son parcours avec le poids des années, des pertes, des réussites et des cicatrices. Son œuvre, dans cette perspective, apparaît comme une tentative continue de répondre à une question simple mais redoutable. Comment porter un nom immense sans disparaître derrière lui ? Toute sa carrière semble contenue dans cette interrogation. Et c'est précisément cette lutte discrète, patiente, parfois douloureuse, qui donne aujourd'hui à sa parole une résonance particulière. Dire que David Hallyday brise le silence peut sembler, au premier regard, une formule spectaculaire.
L'expression évoque souvent une révélation brutale, une phrase qui divise, un aveu inattendu, une déclaration capable de provoquer une onde de choc immédiate. Pourtant, dans son cas, il faut l'entendre autrement. David Hallyday ne brise pas le silence comme on renverse une table. Il le brise comme on rouvre doucement une porte restée longtemps fermée. Depuis toujours, son rapport à la parole publique est marqué par la retenue. Là où d'autres personnalités issues de familles célèbres auraient choisi l'exposition permanente, les confidences répétées et les prises de position frontales, lui a souvent préféré la mesure. Cette discrétion n'a jamais signifié qu'il n'avait rien à dire. Elle a plutôt donné l'impression d'un homme qui sait que certains mots, une fois prononcés, ne lui appartiennent plus. Dans une famille comme les Hallyday, chaque phrase peut devenir un événement. Une nuance peut être transformée en polémique. Une émotion peut être isolée de son contexte. Un souvenir peut être présenté comme une attaque. Cette réalité explique en partie la prudence de David. Il a grandi dans un univers où la presse, le public et les fans projettent de beaucoup sur les histoires privées. Alors, pendant longtemps, il a semblé choisir la musique plutôt que l'explication. Ce choix est essentiel pour comprendre la période actuelle. Aujourd'hui, lorsqu'il revient vers le répertoire de Johnny Hallyday, lorsqu'il accepte de revisiter certaines chansons, lorsqu'il place son propre parcours dans le prolongement d'une mémoire familiale, il ne livre pas seulement un concert. Il propose une forme de parole indirecte, une parole sans accusation, une parole sans cri, une parole construite par les chansons. Le projet Requiem pour un fou illustre cette démarche. Sur le papier, il pourrait être résumé comme un hommage. Mais ce mot est insuffisant. Un hommage peut être passif, presque cérémoniel. Ici, l'enjeu semble plus personnel. David Hallyday ne se contente pas de saluer la mémoire de son père. Il entre dans un dialogue artistique avec elle. C'est une position délicate. Johnny Hallyday n'est pas un chanteur comme les autres dans l'imaginaire français. Il appartient à une mémoire collective massive. Ses chansons ont accompagné des générations. Sa voix a traversé les maisons, les voitures, les stades, les enterrements, les mariages, les fêtes populaires. Pour beaucoup de Français, Johnny n'est pas seulement une discographie. Il est une part de leur propre biographie. Toucher à ce répertoire exige donc une extrême précision. Si David l'interprète avec trop de distance, certains pourraient lui reprocher un manque d'émotion. S'il l'interprète avec trop d'imitation, d'autres pourraient l'accuser de vouloir reprendre la place du père. S'il le transforme trop, il risque de heurter les fidèles. S'il le respecte trop littéralement, il risque de disparaître derrière l'original. L'équilibre est étroit. C'est précisément cet équilibre qui rend sa démarche intéressante. Car David Hallyday semble comprendre qu'il ne peut pas chanter Johnny comme Johnny. Il ne peut pas habiter ses chansons avec la même histoire, la même voix, le même corps, le même rapport à la scène. Il ne peut pas reproduire l'électricité d'un mythe, ni l'illusion d'un retour impossible. Mais il peut faire autre chose. Il peut chanter ses titres depuis sa place de fils. Et cette place change tout. Un fan interprète une chanson avec admiration. Un artiste la reprend avec technique, un héritier la chante avec mémoire. Mais un fils y ajoute une dimension que personne d'autre ne peut totalement reproduire, celle de l'intime. Cette intimité ne s'exprime pas nécessairement par des confidences explicites. Elle passe par une inflexion, un silence entre deux phrases, une manière de ralentir un vers, de laisser respirer une mélodie, de ne pas chercher à dominer la chanson mais à l'habiter autrement. C'est là que David Hallyday brise véritablement le silence. Non en révélant ce que le public voudrait entendre, mais en laissant entendre ce qui ne peut pas toujours se dire. Depuis la disparition de Johnny, la famille Hallyday a été régulièrement enfermée dans un récit de conflit. Les débats autour de l'héritage, les tensions entre les différentes parties, les prises de position publiques ont parfois réduit les personnes à des rôles figés. Les enfants blessés, la dernière épouse, les proches silencieux, les fans divisés. Or une famille, même célèbre, ne se résume jamais à ces catégories. David Hallyday a été pris dans cette représentation. Il est devenu, malgré lui, l'un des personnages d'une histoire racontée par d'autres. Son silence, dans ce contexte, pouvait être lu de différentes manières. Dignité, douleur, stratégie, lassitude, prudence. Mais quelle que soit l'interprétation, il laissait une place immense aux commentaires extérieurs. Aujourd'hui, en revenant par la scène, David ne répond pas directement à tous ces commentaires. Il les déplace. Il ne dit pas « voici ma version définitive ». Il semble plutôt dire « voici ce que je choisis de transmettre ». Cette différence est fondamentale. La première formule appartient au conflit. La seconde appartient à l'héritage. Dans une époque obsédée par la confession immédiate, ce choix paraît presque à contre-courant. Le public attend souvent des révélations, des vérités privées, des phrases tranchantes. Les réseaux sociaux ont renforcé cette attente. Tout doit être clarifié, commenté, justifié. Le silence est soupçonné. La nuance est parfois perçue comme une faiblesse. David Hallyday, lui, semble défendre une autre temporalité. Il laisse le temps agir. Il laisse les chansons porter une partie du récit.
Il accepte que certaines choses restent complexes. Cette attitude peut frustrer ceux qui cherchent un scandale, mais elle correspond à une logique plus profonde, celle d'un homme qui refuse de transformer son histoire familiale en marchandise émotionnelle permanente. Il ne faut pas idéaliser cette posture, elle peut aussi être une manière de se protéger. Elle peut être née d'une fatigue, d'une méfiance, d'une volonté de ne plus alimenter un système médiatique qui a parfois dévoré les siens. Mais elle produit un effet particulier. Elle donne à chaque prise de parole une densité supérieure. Quand quelqu'un parle rarement, ses mots pèsent davantage. Et quand il choisit la musique pour parler, l'écoute devient différente. Le public ne reçoit pas seulement un message, il reçoit une atmosphère. Dans le cas de David Hallyday, cette atmosphère est traversée par plusieurs couches. L'amour filial, les blessures passées, la mémoire artistique, la volonté de continuer, le besoin de se distinguer. Mais aussi l'impossibilité de rompre complètement avec l'héritage paternel. Ce mélange crée une tension qui dépasse la simple nostalgie. Car le projet de David ne semble pas seulement tourner vers le passé. Il interroge aussi l'avenir. Que deviendra la mémoire de Johnny Hallyday dans les prochaines décennies? Qui la portera? Les fans de la première heure disparaîtront peu à peu. Les nouvelles générations connaîtront Johnny autrement, par les archives, les plateformes, les récits familiaux, les concerts hommages, les documentaires. Dans cette transmission, David occupe une position unique. Il est à la fois témoin, artiste et héritier. Mais cette position comporte un risque. S'il participe trop à la conservation de la mémoire de Johnny, on pourrait lui reprocher de rester prisonnier du père. S'il s'en éloigne trop, on pourrait l'accuser de trahir l'héritage. Là encore, l'équilibre était fragile. Cette fragilité donne à sa démarche une dimension presque existentielle. À l'approche de ses 60 ans, David Hallyday n'est plus dans l'urgence de prouver qu'il existe. Il l'a déjà prouvé par son parcours, ses compositions, ses albums, ses concerts, ses choix. Mais il se trouve face à une autre question. Que faire de ce qui reste? Que faire d'un nom si lourd? Que faire d'une mémoire si publique? Que faire d'un père devenu légende? Que faire d'un lien familial que la France entière a cru pouvoir commenter? La réponse qu'il semble proposer n'est ni politique, ni judiciaire, ni médiatique. Elle est artistique. Elle consiste à reprendre la scène, non comme un tribunal, mais comme un espace de réconciliation symbolique. Cette réconciliation ne signifie pas que tout est de réglé. Elle ne gomme pas les tensions passées. Elle ne prétend pas effacer les incompréhensions. Elle ne transforme pas l'histoire en conte apaisé. Elle permet simplement de replacer la musique au centre, là où les polémiques avaient parfois pris toute la place. Il y a, dans cette démarche, une forme de maturité. Le jeune David devait lutter contre la comparaison. L'adulte a dû traverser les conflits. L'homme qui approche de 60 ans semble chercher une forme de transmission plus sereine. Ce changement de perspective est important. Pendant longtemps, le public a demandé à David Hallyday de se positionner par rapport à Johnny. Était-il assez proche, assez différent, assez légitime, assez fidèle? Ces questions disent beaucoup de la manière dont on regarde les enfants de célébrités. On leur demande d'être eux-mêmes, mais on les juge toujours par rapport à ceux qui les ont précédés. Aujourd'hui, David semble déplacer la question. Il ne s'agit plus de savoir s'il est à la hauteur de Johnny. Personne ne peut être à la hauteur d'un mythe, parce qu'un mythe n'est plus une personne. Il est une construction collective, nourrie par les souvenirs, les images, les excès et le manque. La vraie question devient donc, David Hallyday peut-il être à la hauteur de sa propre histoire? Sa réponse semble être oui, mais à sa manière. Par la mesure, par la musique, par la fidélité sans imitation, par la mémoire sans soumission. Cette nuance est peut-être ce qui touche le plus profondément ceux qui suivent son parcours, car elle correspond aussi à une expérience humaine plus universelle. Beaucoup de personnes, célèbres ou non, passent une partie de leur vie à se définir par rapport à leurs parents. Elles héritent de leurs forces, de leurs blessures, de leur silence, de leurs contradictions, puis vient un âge où il faut cesser de demander l'autorisation d'exister. Pour David Hallyday, cet âge semble arriver depuis longtemps sur le plan personnel. Mais sur le plan public, il prend aujourd'hui une visibilité nouvelle. C'est pourquoi l'idée de silence brisé ne doit pas être réduite à une phrase choc. Le vrai silence qu'il brise est peut-être plus ancien. C'est le silence imposé par les comparaisons. Le silence imposé par le mythe. Le silence imposé par une histoire familiale racontée trop souvent sans nuance. Le silence imposé à ceux qui portent un nom immense et que l'on croit connaître avant même de les écouter. En remontant sur scène avec cet héritage, David ne cherche pas seulement à faire revivre des chansons. Il rappelle qu'un héritier n'est pas un gardien de musée. Il est aussi un interprète du passé. Et parfois, celui qui hérite doit changer la forme de la mémoire pour qu'elle continue à vivre. Cette idée est capitale. Car une mémoire figée finit par devenir froide. Une mémoire vivante accepte d'être revisitée. Elle accepte que les chansons circulent. Elle accepte qu'un fils les chante différemment du père. Elle accepte que l'émotion ne soit pas identique, mais qu'elle soit sincère autrement. Dans cette perspective, David Hallyday ne s'approprie pas Johnny.
il ne le remplace pas. Il ne prétend pas résoudre l'énigme intime d'un homme que même ses proches ne pouvaient peut-être pas entièrement saisir. Il propose simplement un passage. Entre hier et aujourd'hui, entre le père et le fils, entre le public de Johnny et son propre public, entre la douleur d'un deuil et la nécessité de continuer. C'est ce passage qui peut donner au public le sentiment d'assister à quelque chose de plus profond qu'un concert. On ne vient pas seulement écouter des chansons connues. On vient voir comment un homme dialogue avec une absence. Et ce dialogue, parce qu'il reste mesuré, peut être plus bouleversant qu'une confession spectaculaire. La pudeur, chez David Hallyday, n'est pas une absence d'émotion. Elle est peut-être sa manière la plus constante de la protéger. Dans un monde médiatique où tout pousse à l'exposition, cette pudeur devient presque un acte de résistance. Elle dit que certaines blessures ne se vendent pas, que certaines fidélités ne se prouvent pas en public, que certains liens ne peuvent être compris qu'à travers des gestes, des choix, des chansons. Ainsi, lorsqu'on affirme qu'à l'approche de ses 60 ans, David Hallyday brise le silence, il faut entendre cette formule dans sa profondeur réelle. Il ne crie pas, il ne dénonce pas, il ne cherche pas à provoquer, il transforme. Et c'est peut-être cette transformation silencieuse qui rend son retour si fort. Car après les années de bruit, après les conflits commentés, après les interprétations contradictoires, David Hallyday semble rappeler une vérité simple. Dans certaines familles, la musique reste le dernier endroit où l'on peut encore se parler. La trajectoire de David Hallyday révèle une question plus large. Comment vivre lorsque son histoire privée appartient déjà au public ? Dans les familles célèbres, les enfants héritent souvent d'une double réalité. Ils héritent d'un nom prestigieux, mais aussi d'un récit qu'ils n'ont pas choisi. David Hallyday a grandi dans cette contradiction. Il a bénéficié d'une visibilité exceptionnelle, mais il a aussi dû supporter une surveillance permanente. Son parcours montre qu'il n'a jamais complètement fui cet héritage. Il ne l'a pas rejeté, il l'a traversé. Il l'a parfois porté avec douleur, parfois avec fierté, parfois avec prudence. Mais il a toujours cherché à maintenir une frontière entre l'artiste public et l'homme privé. Cette frontière est devenue plus importante encore après la mort de Johnny. Dans l'imaginaire collectif, Johnny Hallyday n'est pas seulement un chanteur disparu. Il reste une figure presque nationale, un symbole de scène, de voix, de démesure. Être son fils signifie donc vivre avec un fantôme public extrêmement puissant. David Hallyday ne peut pas effacer ce fantôme, mais il peut choisir la manière de dialoguer avec lui. C'est ce qu'il semble faire aujourd'hui. Non pas régler tous les comptes, non pas répondre à toutes les curiosités, non pas nourrir indéfiniment les conflits, mais replacer l'histoire dans la musique. Pour un artiste, c'est peut-être la forme la plus cohérente de vérité. Le public, lui, assiste à cette évolution avec une curiosité mêlée d'émotions. Certains y verront un hommage légitime, d'autres y verront une manière de reprendre possession d'un nom. D'autres encore y liront une tentative de réconciliation symbolique avec une mémoire familiale longtemps agitée par les tensions. Mais une chose apparaît clairement. David Hallyday n'est plus seulement observé comme le fils de Johnny. Il est désormais regardé comme un homme qui approche d'un âge de bilan, avec ses blessures, ses choix, sa retenue et sa propre manière de transmettre. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable événement. Non dans une phrase scandaleuse, non dans une révélation destinée à faire trembler les plateaux de télévision, mais dans ce moment plus silencieux où un fils, devenu père, artiste et homme mûr, décide enfin de raconter l'héritage à sa façon. À l'approche de ses 60 ans, David Hallyday semble ouvrir une nouvelle étape de son récit public. Cette étape n'efface ni les douleurs passées, ni les tensions familiales, ni les questions qui entourent encore le nom Hallyday. Mais elle propose une lecture plus apaisée, celle d'un homme qui transforme la mémoire en musique et le poids d'un héritage en acte artistique. Reste une interrogation. Le public acceptera-t-il de voir David Hallyday autrement que comme le fils de Johnny ? Ou bien le nom Hallyday continuera-t-il toujours à enfermer ceux qui le portent dans la légende du père ? Et vous, qu'en pensez-vous ? David Hallyday est-il en train de reprendre pleinement possession de son histoire ou restera-t-il toujours prisonnier du mythe familial ?